Nous a rejoint sur ce plateau Charles de Courson. Bonsoir. Bonsoir. Pour notre grand entretien à 19h30 avec Nathalie Saint-Cric à mes côtés. Vous êtes député Lyotte de la Marne. On va parler avec vous de la commission d'enquête que vous avez obtenue sur l'imposition des plus hauts patrimoines en France, parce que les finances publiques, c'est votre spécialité. Mais tout d'abord, nous voulions revenir sur l'actualité avec vous et le meurtre de Quentin Dorenc et ses conséquences politiques. Tout d'abord, du côté de la France insoumise et de son député, Raphaël Arnaud, dont deux assistants ou anciens assistants parlementaires sont mis en examen dans le meurtre de ce jeune nationaliste. Est-ce que vous estimez que Raphaël Arnaud a toujours sa place à l'Assemblée nationale ? Il a été élu par les Français. Il est député du Vaucluse, de mémoire. Bien. Exactement. Le problème de cet assassinat, c'est que parmi ceux qui sont mis en examen figurent 3 personnes, 2 assistants et un stagiaire, auprès d'un député du Vaucluse qui a été à l'origine de la création de la Jeune Garde. La Jeune Garde qui veut lutter contre les fascistes, et y compris en venant aux mains par la violence. Et ça, c'est pas démocratique. Oui. Et je suis de ceux qui disent depuis des mois aux collègues ou certains des collègues de la France insoumise qui ont une violence dans leurs propos, et non seulement violents, mais ils ne parlent pas, ils hurlent. Dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle. Et pas que dans l'hémicycle, mais surtout dans l'hémicycle. Je leur dis, mais votre violence verbale, c'est l'anticipation de la violence physique, parce que vous justifiez par ce comportement après la violence physique. Pour vous, il y a un lien entre la violence verbale de la France insoumise et la violence physique dans la rue qui a pu mener à la mort de ce jeune mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un système démocratique ? Un système démocratique, c'est respecter des gens qui ne pensent pas comme vous. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Mais la France insoumise respecte ce système démocratique avec des élus en participant à des élections. Non, la démocratie, c'est pas simplement ça. C'est respecter les gens qui ne pensent pas comme vous. Et de les écouter, parce qu'ils ne disent pas forcément toujours des choses inacceptables. Si je suis persuadé que j'ai la vérité révélée sur tout et que les autres doivent être écrasés, eh ben vous aboutissez à la violence, verbale puis physique. Toute petite... est-ce que vous considérez que quelqu'un qui est fiché S, pour l'instant on peut être fiché S et élu, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui est normal ? Il y a des gens qui ont été surpris de voir que une personne, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses en fichier S. Oui. Il y a beaucoup de degrés. Oui. Mais est-ce que ça peut être compréhensible par quelqu'un qui découvre ça ? C'est vrai que ce député du Vaucluse qui est inscrit à LFI était fiché S. Avant d'être vous ne pouvez pas, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, faut-il interdire, c'est-à-dire retirer l'éligibilité à quelqu'un qui est fiché S ? La réponse est non. Seule une décision de justice peut vous retirer votre éligibilité ou votre inéligibilité. Juste pour clarifier. Non, ça, c'est pas possible. Parce que c'est l'administration qui fiche les gens. Et parfois, il peut y avoir en plus des erreurs. Et de toute façon, ce n'est pas des fonctionnaires ou un ministre qui peuvent interdire à quelqu'un de se présenter. Seule une décision de justice peut le faire. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon devrait décider d'exclure Raphaël Arnaud du groupe de la France insoumise ? Parce que ça, c'est une possibilité qu'il ne puisse plus siéger au sein du groupe, même si ce serait juste symbolique comme décision. Mais M. Mélenchon n'est plus député, donc c'est le groupe. C'est le groupe LFI qui pourrait prendre une telle décision et personne Vous d'autre. attendez, vous, cette décision-là ? Vous trouverez qu'elle serait essentielle, importante en tout cas pour le débat ? Moi, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles il faut mieux se mettre en congé de son groupe, ne serait-ce pour assurer sa défense et ne pas contaminer, entre guillemets, le groupe auquel vous appartenez. Mais ce n'est pas moi qui en décide, c'est les membres du groupe LFI qui en décident et personne d'autre. On assiste à une sorte de modification des choses. Dans un premier temps, il y a eu l'émotion autour effectivement du fait du lynchage de ce jeune homme. Et puis après, il y a eu une espèce de, non pas de revanche, mais de changement de stratégie d'LFI et un certain nombre de personnes considérant que c'était insupportable de faire un signe égal entre les mouvements de droite extrême, d'ultra-droite, et ceux d'ultra-gauche, en disant quand même,
quand on est antifasciste, anti-nazi, c'est quand même pas la même chose que les autres. Est-ce que vous considérez que dans les deux cas, quand on sort de la loi et qu'on utilise des méthodes violentes, c'est également condamnable? Absolument. Absolument. La violence, qu'elle vienne de groupes d'extrême droite ou de groupes d'extrême gauche, ne vaut pas mieux l'un que l'autre. Elle est tout aussi condamnable parce que ceux qui pratiquent cela, quelle est leur inspiration philosophique ou politique? C'est de s'emparer du pouvoir par la violence. Et ça, c'est la négation d'un système démocratique. On ne combat pas par la violence les opinions que vous condamnez chez les autres. On les condamne par le combat politique. Et un combat politique, c'est d'argumenter et c'est le peuple qui décide et personne d'autre. Voyez. Mais ces petits groupes qui voudraient s'emparer du pouvoir par la violence, ils sont fondamentalement antidémocratiques. Le débat qui agite aussi la classe politique française, c'est y a-t-il une forme d'utilisation, voire même d'instrumentalisation politique de ce drame? Je voulais vous montrer cette décision, cette photo que Laurent Wauquiez a choisi d'afficher sur l'hôtel de la région Rhône-Alpes, la photo donc de Quentin de Ranc. Réaction de la part d'Olivier Faure sur X, le patron des socialistes, qui lui y voit dans ce choix, il dit: la violence en démocratie est inadmissible, mais l'opération de réhabilitation des ligues fascistes est honteuse. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ce mouvement-là aussi, une forme de réhabilitation par la droite de certains groupuscules d'extrême droite? Non, c'était la violence des uns et des autres, des mots du turpitudinem, on disait en latin. Alors, traduction pour ceux qui ne maîtrisent pas. Ne justifie pas les turpitudes des autres. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Ça ne vaut pas mieux. La violence de l'extrême gauche ne vaut pas mieux que la violence de l'extrême droite. D'ailleurs, ils s'alimentent les uns des autres, bien entendu. Ça a toujours été comme ça. Reprenez l'histoire de l'Allemagne entre les deux guerres. C'était, alors à l'époque, c'était les communistes qui voulaient s'emparer du pouvoir par la violence, qui se battaient physiquement, avec des morts, face à la montée des hitlériens. Voilà. Que ça vienne d'un côté ou de l'autre, ça finit toujours mal. Non, mais quand par exemple on voit les déclarations de Dominique de Villepin, qui lui laisse entendre qu'il est difficile à situer idéologiquement aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, et qui considère que c'est une façon, je le cite, de délégitimer une partie du spectre politique et de victimiser l'extrême droite triomphante. C'est-à-dire, en gros, comme le jeune homme qui est victime est quelqu'un qui faisait partie de l'extrême droite, on montre les hordes, et qu'en gros, je reviens sur mon trait égalité, lui, par exemple, considère qu'il n'y a pas à en faire et qu'il y a un combat qui est plus justifié que l'autre. Qu'est-ce qui arrive à Dominique de Villepin de se situer? Je ne sais pas, peut-être que il faut l'interroger lui. C'est pas à moi de commenter les propos de Dominique de Villepin. Moi, je prétends qu'il faut combattre les deux. Voilà, les deux extrêmes. Voilà. Et pour le plus grand salut de la démocratie. Vous voyez, quand je vois l'attitude de certains députés LFI à l'égard de nos collègues socialistes, on croit revivre les années 30, quoi. Alors, les sociotraîtres, voilà, une violence verbale. On n'entend pas dans les retransmissions, parce que les micros sont disposés, je dis ça pour nos téléspectateurs, les micros sont disposés de telle façon que ce que vous vivez en étant dans l'hémicycle, nous, on l'entend beaucoup moins. Oui, peut-être, mais enfin, moi, je l'ai entendu, si vous voulez. Et puis, il y a des déclarations hors hémicycle. Qui sont assez claires, en effet, contre le Parti socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez aussi pour qu'aujourd'hui existe un cordon sanitaire? C'est aussi ce que demande Jordan Bardella par rapport à la France insoumise. Est-ce que l'utilisation de ce terme, qui à la base était même utilisé contre l'extrême droite, vous l'utilisez vous aussi aujourd'hui? On voit qu'une partie de la droite dure, voire du Rassemblement national, utilise cela pour s'alimenter en disant « Regardez, comme nous sommes des gens sages, etc. » Donc, ils s'alimentent l'un l'autre. C'est pour ça que je vous ai interrogé tout à l'heure sur l'instrumentalisation possible. Et la France insoumise, mais comme toujours. Et quand il y a eu des commandos d'extrême droite qui ont tué, parce que c'est arrivé, qui ont tué des militants de gauche, voire d'extrême gauche, il y a eu une instrumentalisation dans l'autre sens. Ça, c'est inévitable. Voilà. Mais ils ne valent pas mieux l'un que l'autre. Et est-ce que vous êtes, pour terminer sur ce sujet, pour abandonner le Front républicain qui
la droite l'oublie peut-être un petit peu vite, mais dans son histoire récente, lui a aussi servi. On peut regarder juste les élections de 2024. Il y avait 26 candidats LR qui avaient bénéficié du retrait d'un candidat de gauche pour faire barrage au Rassemblement national. Aujourd'hui, selon vous, politiquement, ce front républicain n'a plus lieu d'être. Mais si vous êtes une fine observatrice de ce qui s'est passé entre les deux tours des dernières élections législatives, il n'y a pas eu de front républicain. Il y a la gauche qui a fait bloc et qui a fait élire des députés républicains, surtout parfois centristes, quand il y avait une menace de l'élection du Rassemblement national. La réciproque n'a pas été la même, y compris dans le corps électoral. On considère que, grosso modo, 80-90% des électeurs de gauche ont voté pour des républicains ou des centristes quand il y avait un danger d'élection d'un rassemblement national, mais la réciproque n'a pas été vraie. Et d'ailleurs, vous remarquerez que, par exemple, Laurent Wauquiez n'a jamais appelé à voter pour des candidats de gauche. Non. Moi, je l'ai fait dans d'autres élections. Alors, Et vous le referiez aujourd'hui ? Ah ben, je le ferai s'il y a un péril, oui, parce que je suis démocrate. Et je pense que les démocrates, actuellement, vont du Parti socialiste, et même les Verts... vous les prenez avec... Il y a de tout, voilà. Et même les communistes, aujourd'hui, sont dans les négociations et jouent le jeu d'une vie démocratique. Jusqu'aux républicains, est-ce oui. que vous ne risquez pas d'être démenti à l'occasion des municipales par les électeurs? C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans la cuisine locale, il y a l'union des droites est en marche. C'est-à-dire que même s'il y a un certain nombre de leaders comme vous, comme Xavier Bertrand, comme Copé, qui considèrent que c'est la même philosophie qu'avant, beaucoup d'autres et beaucoup d'électeurs, quand on voit ça dans les sondages, se disent qu'en gros, s'il y a deux personnes qui sont entre le parti de M. Ciotti, un peu de RN et un peu de LR, tout ça au deuxième tour, finalement, ça se ressemble. Alors, si vous voyez les deux côtés du spectre politique, du côté de la gauche, on voit bien que la stratégie de la France insoumise est de faire perdre le Parti socialiste ça a été dit d'ailleurs par ses alliés. Mme Chikirou ouvertement. Elle l'a dit de toute façon. Si je passe à 10%, je me maintiens. Mais vous avez la même stratégie du côté du Rassemblement national. Le Rassemblement national veut avoir un groupe sénatorial, qu'il aura d'ailleurs, si on en croit les prévisions électorales. Et donc, il veut avoir le maximum de grands électeurs dans les grands départements. D'où l'importance des élections municipales. Plus on a de grands électeurs, dont des maires, plus on peut avoir des sénateurs. Dans les grands départements où il y a beaucoup de sénateurs à élire. Donc, si vous voulez, c'est ça leur jeu. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de triangulaires, de quadrangulaires, voire de quinquagulaires. Et c'est pour ça que le résultat des élections municipales va être très peut-être surprenant. Ouais. Et très difficile à prévoir. À prévoir et à anticiper. On va avancer, on va aborder un de vos dossiers. Je le disais, vous êtes un des députés les plus capés sur le sujet des finances publiques et vous venez donc avec votre groupe Lyot d'obtenir une commission d'enquête sur la taxation des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines et leur contribution au financement des services publics. Déjà, tout simplement pour nous présenter cette commission d'enquête, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi même la raison d'être de cette commission d'enquête ? Alors, l'objectif de cette commission d'enquête, puisque notre groupe a une très forte majorité, puisque nous, c'est très démocratique, on avait X thèmes, et c'est ce thème-là qui l'a emporté de très loin, c'est d'objectiver ce débat sur les hauts patrimoines et les revenus. Il y a souvent une confusion entre haut patrimoine et revenus. Exactement. Or, on voit que des gens qui ont un gros patrimoine, parfois, ont très peu de revenus, et réciproquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il manque de liquidité, c'est très compliqué. Donc, l'objectif, c'est de quel est l'état du donné, qu'on arrête ces débats, vous voyez, complètement abstraits, idéologiques, en disant les grandes fortunes ne contribuent à rien, ou les très hauts revenus ne contribuent à rien. Quelle est la réalité de cela ? Déjà, ça, c'est un enjeu, parce qu'en effet, avoir les données précises, aujourd'hui, n'est pas une évidence. Je vous rappelle, et je rappelle à nos téléspectateurs, la polémique avec Amélie Montchalin. Avec Éric Lombard, qui, dans Libération, avait dit « La direction des finances publiques avait regardé. Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0. Ils ne payent aucun impôt sur le revenu. » Et en effet, Nathalie Saint-Cric de compléter, Amélie Montchalin qui avait dit « Non, ce n'est pas vrai. » C'est pas vrai. Oui. Il avait dit quelques
pas quelques dizaines de milliers, ce qui factuellement n'est pas entièrement faux, parce que on a s'agit l'impression qu'il y en a 100 000, alors que là, manifestement, dans les chiffres qui ont été obtenus par le Sénat, il y en aurait entre 13 000, un peu plus de 13 000. c'est-à-dire entre Oui, 10 000 et 20 000. mais- Est-ce que vous considérez qu'elle a menti? Elle n'a pas dit la vérité. Non, mais Mais ce qui a Parce qu'on n'a pas été... le- Devant la Attendez. représentation nationale, c'est Ce problématique. qui a été dit est plus compliqué que cela. C'est que les patrimoines immobiliers les plus élevés, certains payent peu ou pas d'impôt sur le revenu. Ben, c'est forcé. Prenez une dame qui est veuve et qui avait un mari qui a bien gagné sa vie et qui ont acheté un appartement à Paris il y a 30 ans, 40 ans. Elle se retrouve, puisque le seuil c'était 1,5 million dans leur estimation. Mais c'est Elle se trouve avec un patrimoine immobilier élevé et souvent il a peu ou pas de revenus. Charles de Courson, c'est comme l'exemple des propriétaires terriens à l'île de Ré, dont Oui, les mais ça terres... existe. Oui, mais ça existe, mais ça n'explique pas tout. Non, mais ça explique une partie des Une revenus. partie. Les gens confondent Alors, patrimoine et d'accord. revenus. Alors, en faisant en Vous sorte avez que- des patrimoines. qu'on ne confonde pas. Est-ce que je recommence? Est-ce qu'elle a donné cette explication en pleine conscience, ou parce qu'elle n'avait pas les chiffres, ou en pleine naïveté? Écoutez, interrogez Madame de Montchalin. Ouais, Ce d'accord, je qu'elle peux a interroger dit tout le monde. est inexact. Et ce qu'a Ouais. dit Monsieur Lombard est imprécis. Voilà. Puisqu'il aurait dû dire, moi, des services, parce qu'on l'a interrogé, on dit, mais d'où vient cette information? Ah ben, j'ai eu des discussions avec les services qui m'ont Mais dit comment ça se fait qu'on ne le que sache pas ça? les hauts patrimoines immobiliers, Hmm. et c'était pas les patrimoines immobiliers plus mobiliers. Or, les très hauts patrimoines, c'est pas les patrimoines immobiliers, c'est les patrimoines mobiliers. Mais Bien. Charles de Courson, c'est ça qui est intéressant avec vos commissions d'enquête, et c'est ça dont on parlait, c'est-à-dire c'est aussi le problème de transparence de ces informations. Car aujourd'hui, si on peut parler aussi nettement de ces hauts patrimoines qui ne payent pas forcément d'impôt sur le revenu, c'est parce que ces sénateurs ont obtenu cette note de Bercy. Mais ça n'a pas été simple. Est-ce que Bercy est aveugle? Est-ce qu'il y a un brouillard statistique qui pose donc un problème politique? Oui, parce que traditionnellement, si vous voulez, ceux qui ont qui a les données statistiques en matière de revenus et de patrimoine, c'est les services fiscaux. Bien sûr. Or, vous savez que les services fiscaux, ils sont couverts par le secret fiscal. On ne peut pas imaginer qu'un ministre, alors qu'on sait qu'on est dans la polémique sur la taxe Zuckman, sur faut faire payer les riches, sur les riches qu'en plein maelstrom de cette nature, avec un sujet aussi sensible, il n'y ait pas eu à un moment donné quelqu'un qui dise, voilà, maintenant vous allez me donner les... Vous voyez, c'est... Non, mais attendez. En tout cas, c'est difficilement mais à bas, compréhensible ça- pour le grand public. faut pas attendre Charles que de vous Courson. arriviez Bien au- sûr. Eh bien, cette commission d'enquête, elle va établir la vérité. Et pas simplement la confusion que font souvent les gens Entre patrimoine et revenus. mais quelle est leur contribution? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les hauts patrimoines? Est-ce que c'est le 1%, le 1 millième ou le 10 millième? On va en discuter. Notre commission d'enquête est constituée mercredi. On va en discuter. Moi, je voudrais qu'on prenne les 3 niveaux, si vous voulez. Les 1 10 millième, c'est quasiment les milliardaires. C'est 400 familles, vous voyez. Les Très, 1 très, très, très riche. les 1%, c'est 40 000. Vous voyez, les 1 millième, c'est 4 000. Et les 1 10 millième, c'est 400. Vous voyez, d'avoir les 3 et de voir. D'avoir les 3 profils Les- très, très voilà. riches, très riches. Voilà. Et de voir quelle est la réalité de leur contribution. Et vous avez rappelé l'intitulé de cette commission d'enquête. C'est pas simplement de constater l'ensemble des impôts qu'ils payent, ouais, mais c'est aussi de voir les contreparties. C'est-à-dire que de ne pas regarder que les recettes, regarder les dépenses. Est-ce qu'ils bénéficient de beaucoup des services publics gratuits, par exemple? Vous voyez, puisque les travaux qui ont été faits par l'INSEE montrent qu'il y a eu une augmentation des inégalités en France sur les 20-25 dernières années, pas considérable, mais tout de il y a même une hausse, effective. mais qu'après contrepartie, eh ben, c'était grosso modo stable. Alors, Et c'est intéressant. Alors, est-ce que ce qui est vrai sur la masse de la population est que 57% des Français avaient plus de contrepartie qu'ils n'en ont maintenant. que d'impôts Nathalie contributifs? Est-ce que ça veut dire vous aurez aussi des préconisations en matière de lutte contre la suroptimisation fiscale? Par exemple, au moment de la loi Dutreil et de la remise en question de la loi Dutreil, qui permet de léguer un bien à ses successeurs sans Entreprise.
Pardon, une entreprise, un bien professionnel. J'en sais pas quand on donne 6 bijoux. Attention, parce que vous avez le Oui, spécialiste je des sais. finances Je l'ai publiques. déjà eu comme prof il y a 30 ans, vous savez. C'est vrai. Voilà. Et Tout est dit. est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il a été question d'enlever de biens professionnels, par exemple, un avion qu'on louerait, qu'on posséderait, qu'on louerait de temps en temps, ou un yacht qu'on fait rentrer dans biens professionnels, alors que ça fait partie de... Est-ce que vous allez faire des suggestions pour toutes ces choses qu'on peut faire actuellement en se mettant dans les failles qui étaient à l'origine des bonnes failles, parce qu'on a cité le boulanger qui léguait sa boulangerie à son fils, et que c'est devenu finalement autre chose. Est-ce que vous allez serrer la vis? Est-ce qu'il va y avoir? Alors- Je constate et je préconise. Sur le Dutrail, les deux modifications, c'est-à-dire Sont faites. l'allongement d'une part et la suppression des biens qui ne sont pas liés à l'entreprise, c'est moi-même qui Je l'ai sais. proposé Mais là, et c'est c'est sûr moi-même que ça- qui l'ai fait voter. C'est sûr que Bien. vous l'avez gardé, c'est bon, Voilà. c'est passé Et pour... j'ai été étonné d'ailleurs que le Premier ministre, par parenthèse, saisisse le Conseil constitutionnel qui a voté Mais le en Conseil touche. constitutionnel, oui, mais ça passe. Ils ont voté en touche. Vous avez vu Oui. la décision du Conseil Oui, oui, constitutionnel mais qui ça, c'est a dit « Je suis un peu étonné, je traduis en termes compréhensibles, voilà, hein, et il n'a jugé que sur la forme. Il a dit, puisque le Premier ministre n'a pas soulevé quels étaient les motifs d'une éventuelle Bon, alors, ça, par exemple, anticonstitutionnalité. c'est fait. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez vous pencher? Parce que finalement, entre les modifications du budget qu'il y avait à l'origine et ce qu'on a eu, c'est pas exactement tout ce qui avait été prévu qui a été fait. Oui, mais sur le deuxième problème, la taxation des plus-values de cession, je suis aussi à l'origine de cela. Et nous avons amélioré le dispositif. Sur les holdings, c'est passé. Puisqu'il y a des trous. Oui, mais enfin, les holdings, ce qui a été voté ne résout aucun des problèmes entre nous. Bien. À perdre bien. des téléspectateurs sur et donc- Mais ne soyons pas trop techniques. Et donc, ce qu'on voudrait, si vous voulez, c'est pas simplement faire le constat. Deuxièmement, faire des comparaisons internationales. Comment se situe la France par rapport aux autres grandes démocraties? Et est-ce qu'il y a des contreparties faibles ou importantes en termes de services publics? Si vous avez 5 enfants, tous brillants, et que vous faites partie de ces grandes fortunes qui vont à l'université quasiment gratuitement. Hein, bon. Charles Le Donc, Courson, pour vous voyez, bien saisir voir l'état est-ce qu'il y a d'esprit de des cette commission contreparties d'enquête. importantes ou pas. Charles Le Courson, pour bien saisir l'état d'esprit de cette commission d'enquête. Déjà, c'est faire la transparence, savoir exactement quels sont les dispositifs fiscaux qui existent, quel est l'état du patrimoine et des revenus des très très riches. Mais vous, quelle est votre conviction finalement? C'est que les riches sont maltraités dans notre pays, qu'ils payent beaucoup d'impôts et qu'on n'est pas très reconnaissant, ou au contraire qu'il y a un problème démocratique aujourd'hui avec de la suroptimisation fiscale, comme a parlé Nathalie Saint-Cric, dont a parlé Nathalie Saint-Cric, qui pose aujourd'hui un problème, où on voit ces chiffres qui sortent avec des gens... Où est-ce qu'on est dans la symbolique? Alors, enfin n'anticipons pas sur les une travaux de la petite idée, quand même. commission. Parce que mon sentiment, c'est que la situation, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut Alors, bien il nous dire. reste 1 minute, donc Voilà. vous allez faire un exercice de simplification de la complexité pour nous dire qu'est-ce que vous allez chercher avec cette commission d'enquête sur les plus hauts revenus qui pose aujourd'hui Eh bien, un problème démocratique qu'on qui est au ait cœur une du discussion débat politique. sur des bases solides. Deuxièmement, qu'on ait une comparaison internationale. Voilà, mais qu'on arrête de fabuler en disant on va redresser les finances publiques en faisant payer les très très riches, puisque ça a été ça. Et vous pensez sorte quand même de que vous serpent de allez mer. lever des lièvres, si j'ose dire? Ah bah j'espère, oui. Bah, si... Vous avez une petite idée à l'avance. Bon, oui, mais enfin, attendons nos travaux pour en avoir le cœur net. Pour conclure, un dernier mot, Amélie de Montchalin, qui a été nommée à la tête de la Cour des comptes. Votre réaction, c'est un profil inédit, hein, c'est la première femme, elle est très jeune par rapport à ses prédécesseurs, mais aussi elle est... Et elle a dit quand même qu'elle elle se est- déporterait de tout ce qui concerne parce qu'elle estimations était sur la loi de précédemment finances. ministre du Est-ce que budget c'est possible? et qu'elle est dans une position quand même assez particulière. Alors, vous savez qu'il y a une bizarrerie, c'est que le premier président de la Cour des comptes, on peut nommer n'importe qui. Il n'y a aucune règle. Mhm. D'ailleurs, il y a nos collègues socialistes qui ont déposé une proposition de loi pour encadrer la nomination. Et sa nomination pose 2 problèmes. Le problème de son âge, elle a 40 ans. Vous savez, j'ai regardé les 5 derniers. Enfin, c'est pas parce que Non, attendez. depuis 200 ans, ils ont 80 ans que... Non, parce que l'âge, vous êtes inamovible une Je fois sais, que vous je êtes sais nommé, pourquoi, je rappelle. Et l'âge de départ à la retraite, c'est 68 ans à la Cour des comptes. Donc, ça veut dire qu'elle est première présidente pendant 28 ans. Bon, je vous donne les âges des 5 derniers qui ont été nommés. Hein, 59, 65, 60, 57, 63. Moyenne, 60 ans.
C'est raisonnable. Mm. Ça veut dire qu'en moyenne, ils ont été 8 ans. Donc là, vous président. craignez qu'elle ne soit à ce poste pendant trop longtemps. Ça, c'est votre Premier première problème. critique. Et votre Premier deuxième problème. Le deuxième critique. problème, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire, quand vous voyez des nominations, Très rapidement. 4 des 5 derniers, c'était des gens qui étaient sortis à la Cour des comptes, qui ont fait l'ENA, qui étaient sortis à la Cour des comptes, qui étaient une certaine... Il y a une Les gars de exception, passé, c'est pas Didier le- Migaud. Merci Didier Migaud, beaucoup, Charles de lui-même Courson. On est n'avait obligé jamais été de ministre. s'arrêter là. Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité, les informés. Et tout d'abord, c'est le JT Monde.